Hop. Allô, allô. Normalement, c'est bon. Ok. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve cette semaine pour attaquer la nouvelle séquence du cours de statique, du coup. Donc, je pense que tout le monde, là, on est à peu près une bonne centaine. Ok. Donc, on va commencer la nouvelle séance de statique sur les forces et les travaux. Donc, c'est une séquence qui va prendre 3 séances, du coup. Ça va être comme la séquence juste avant sur la cinématique qui durait aussi 3 séances. Donc il y a une première, je vais vous rappeler un petit peu le déroulé du cours. On avait vu qu'il y avait quatre gros morceaux un petit peu dans le cours de statique. On a fini le premier gros morceau, on a fini la cinématique des systèmes la semaine dernière. On va encore en parler un petit peu cette semaine, au début du cours, au début du TD aussi. On attaque maintenant la grosse séquence qui s'appelle Force et Travaux. Donc on a 3 séances dedans. Et à la fin de cette séance, à la fin de cette séquence, il y aura un quiz comme à la fin de la cinématique. Là, je vous enverrai le quiz tout à l'heure. Ensuite, on attaquera les diagrammes. Et puis enfin, 2 séances sur le principe fondamental de la statique. Donc, dites-moi si vous m'entendez bien. Je pense que normalement ça marche, mais juste. Ouais, je crois que c'est bon. Donc, pour revenir un petit peu sur la cinématique, on avait vu la dernière fois qu'on pouvait caractériser toutes les liaisons avec des centres de rotation absolue dans le cas des liaisons externes, pardon, centres de rotation relative dans le cas des liaisons internes. Les liaisons externes, c'est toujours entre une poutre et donc le plan fixe. Et puis les liaisons internes, c'est toujours entre une poutre et une autre poutre, entre deux poutres. Donc vous avez présenté ici les différentes liaisons un petit peu dans l'ordre des degrés de blocage qu'elles impliquent. Il y a les liaisons appui simple et sa liaison correspondante interne, la bielle, qui bloque à chaque fois une translation. Donc une translation par rapport au plan fixe dans le cas de l'appui simple, une translation d'une poutre par rapport à une autre dans le cas de la bielle, etc., etc., pour chacune des ensembles de liaisons. Donc voilà, la pivot qui autorise une rotation pure autour d'un point, vous connaissez bien, la glissière qui autorise simplement un mouvement de translation, donc ce qui est équivalent à une rotation autour d'un point à l'infini, qu'on indique avec ce signe-là. Et puis la liaison encastrement, du coup, qui bloque tous les mouvements. Donc ça, normalement, ça c'est ok. Alors, je vais revenir en fait sur toute la séquence, là pendant un petit quart d'heure, je pense. S'il vous reste encore des petites questions sur n'importe quoi de la séquence cinématique, n'hésitez pas à m'interrompre, n'hésitez pas à poser la question dans le chat, parce que tout ça, en gros, on va estimer que c'est ok après la séance de TD de midi. Là, on va estimer que c'est bon, quoi, que c'est acquis. Donc n'hésitez pas, si vous avez encore des petits doutes, il n'y a aucun souci. Alors, on regarde ensuite cette procédure qu'on avait vue ensemble, qui consiste du coup à caractériser un système de manière assez automatique, toujours en appliquant la même formule, 3P moins I moins E, avec P le nombre de poutres, I le nombre de degrés de blocage des liaisons internes, et E le nombre de degrés de blocage des liaisons externes du coup. À chaque fois, selon le résultat. Alors, par rapport au quiz, vous allez nous après le cours. Ce sera après le TD, ouais, c'est ça. En fait, on en a discuté, je vous en reparlerai, mais on en a discuté avec les enseignants de TD, et on s'est dit qu'on allait laisser encore une séance de TD, histoire de corriger le dernier exo de la dernière fois, et comme ça, on serait bien sûr d'être tous tous bien au même niveau et bien prêts, quoi. Voilà. Donc ce sera donc à 13h30, je vous enverrai le lien du quiz, ce sera à remplir pour la semaine, quoi, en gros. Voilà. Donc selon le résultat de ce calcul qui est toujours automatique, qui est toujours à faire à chaque fois, on déduit de la structure avec ses liaisons, son nombre de poutres, etc., si c'est un mécanisme qui est hypostatique, ou alors si c'est potentiellement isostatique, ou alors si c'est directement hyperstatique. À chaque fois, quand vous avez les k égal à 0 et inférieur à 0, vous avez toujours 2 possibilités. Soit on a un mouvement possible, soit on n'a pas de mouvement possible. Comment savoir s'il y a un mouvement
ou pas. Ça, on regarde avec le théorème de Kennedy. Dans un mouvement possible, donc ça c'est ce que nous dit le théorème de Kennedy, hein, dans un mouvement possible, le centre de rotation relatif, donc on pourrait appeler C1 par rapport à 2, entre deux poutres, se trouve sur la même droite que leur centre de rotation absolu. Donc ça, si vous avez une droite d'alignement de C1, C1,2 et C2, c'est exactement la même chose de dire que ça bouge, en gros. C'est le théorème de Kennedy qui nous dit que dans un mouvement, donc, il y a l'alignement de ces trois points très exactement. Alors on regarde typiquement un exemple de structure, hein, ici, on fait à chaque fois la même chose, hein, on fait le décompte du coup des nombres de degrés de blocage interne, nombre de degrés de blocage externe, nombre de poutres. Donc ici on a 2 poutres, 3 fois P égale 2 fois 3, 6 donc. Le nombre de degrés de blocage interne, on a juste cette liaison rotule en C, qui bloque donc 2 degrés de blocage. Et au niveau des degrés de blocage des liaisons externes, on a le pivot en A, le pivot en B. On fait la somme de tout ça, on trouve 0. Donc, ce qu'on avait vu dans notre procédure, là, sur cette slide numéro 3, numéro 4, sur cette slide numéro 4, dans notre procédure, on avait donc 3P-I-E égale 0. Le système est potentiellement isostatique. Alors ensuite, donc voilà, c'est ce qu'on conclut pour le moment ici. Pour savoir si c'est vraiment un système isostatique ou alors si c'est juste un mécanisme hyperstatique qui se cache en quelque sorte derrière un système pour lequel la somme est égale à 0. Pour savoir ça, on regarde les centres de rotation. On regarde chacune des liaisons les unes après les autres et on déduit l'emplacement possible ou complètement connu des centres de rotation absolus et relatifs. Ici, on a 3 points à trouver. On a le centre de rotation absolu de la poutre 1, le centre de rotation absolu de la poutre 2, et le centre de rotation relatif entre 1 et 2. C'est les 3 seuls points qu'on a à trouver, et en fait on les trouve immédiatement. À chaque fois on a les liaisons qui nous donnent exactement l'emplacement de ces 3 points. Alors si c'est des liaisons à puits simple, si c'est des liaisons... si c'est une liaison à puits simple, en fait c'est seulement dans ce cas-là qu'on ne sait pas exactement où va être le centre de rotation absolu ou relatif. Mais dans tous les autres cas de figure, si on a des liaisons glissières, pivots, rotules, etc., à chaque fois on aura la position exacte du centre de rotation absolu ou relatif. Donc ici, dans cet exemple, on a directement C1, C1,2 et C2, et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ils sont tous sur une même droite, qui est une droite horizontale dans ce cas-là, et donc ce qu'on en conclut, c'est que d'après le théorème de Kennedy, le mouvement est possible, puisque c'est exactement ce que nous dit le théorème de Kennedy, hein. Dans un mouvement possible, le centre de rotation relatif C1,2 se trouve sur la même droite que les centres de rotation absolus C1 et C2. Donc d'après le théorème de Kennedy, le mouvement est possible. Et donc d'après la procédure en slide 4 plutôt, c'est cette slide là. D'après cette procédure, on regarde ici, on était dans égal à 0, 2 possibilités, soit on a un mouvement, soit on n'a pas de mouvement. Alors s'il y a un mouvement possible, le système est un mécanisme hyperstatique, ce qui est un système potentiellement instable. Donc c'est exactement ce qu'on peut en conclure du coup. Mouvement possible, donc d'après la procédure, voilà, le système est un mécanisme hyperstatique. Et le mouvement qu'on pourrait dessiner, à la limite, le mouvement qu'on pourrait dessiner, ça serait donc une rotation. Par exemple, on applique une rotation au niveau de C1. Donc on a une barre qui commence à se dessiner ici. Je vais la faire ici. Hop. On va dessiner rapidement ce système comme ça. Hop. Oula. Bon. On reconnaît la liaison pivot. Hein. Tchuc. Donc un mouvement possible de ce système, du coup. On a dit que là, on avait C1. Ici, on a C2. Ici, on a C1 par rapport à 2. Le mouvement de ce système, on va le dessiner en vert. Un mouvement possible, un mouvement hypothétique, on va dire, ça serait, par exemple, on tourne autour de C1, là, on lui donne un petit angle alpha. Hop, j'arrive ici, donc j'ai donné un petit angle de rotation à cette poutre. Et puis donc j'arrive ici, et en fait tout le reste du système est complètement déterminé. C'est-à-dire que là, la seule possibilité pour la poutre C2,
C2, je vais aussi la faire tourner d'un certain angle autour... pardon, la poutre 2, je vais aussi la faire tourner d'un certain angle autour de C2. Et du coup, je peux la faire tourner soit comme ça, soit comme ça, soit comme ça. Mais la seule possibilité qui est en raccord avec le premier mouvement que j'ai donné là-bas, c'est cette possibilité-là. Ici. C'est pour faire en sorte que ça se rejoigne bien en un point. Parce que si je fais tourner ces deux, je sais pas moi, comme ça par exemple, hop, j'aurai une séparation là au niveau de ce point. Et la rotule, elle permet malheureusement pas de séparation. Enfin, malheureusement. Elle permet pas de séparation comme ça en translation d'un côté à l'autre de la poutre. Hein. La rotule, elle permet seulement un mouvement de rotation relatif entre les deux poutres. Donc la seule possibilité, si je donne un petit angle alpha ici, c'est qu'on ait cette poutre comme ça qui se termine comme ça ici, la poutre 2 ici. Donc voilà, ça c'est le mouvement possible dans ce cas-là du coup. Ici, je vais vous mettre un autre exemple. C'est une autre structure du coup, hein, c'est complètement un autre cas. On fait la même chose qu'avant, hein, on fait toujours le nombre de degrés de liberté, le nombre de degrés de blocage, 3P moins I moins E. Ici, alors dans notre exemple, comment bougent les poutres en Y? Alors, dans notre exemple, les poutres en Y, donc je pense que Y, ce serait l'axe... alors normalement c'est l'axe vertical, mais là ce serait l'axe vertical, horizontal peut-être. Je pense que c'est... Parce que là du coup, ce qui se passe c'est qu'en fait, je pense que c'est ça hein, que tu voulais dire. En fait là ce qu'on voit dans cet exemple précis, dans cet exemple particulier, c'est que la seule... comment dire, la seule composante de chacun des points dans le mouvement, elle est selon un axe qui est, elle est selon, oula, j'ai un peu, hop, elle est selon un axe qui est vertical. Non, sur l'axe vertical, ouais c'est ça. Alors justement, c'est une question sur les projections, je pense, sur comment on représente ce mouvement en projection du coup. En projection, on va représenter ce mouvement comme ça. Alors là, je dessine un axe vertical qui va représenter les mouvements horizontaux, c'est-à-dire de droite à gauche, sur cet axe-là. Donc je vais prendre chacun des points de la poutre initiale, et je vais regarder comment il se déplace de droite à gauche. Donc ce point, il se déplace pas de droite à gauche, ce point à côté non plus, et en fait, aucun des points ne se déplace de droite à gauche ici sur cette poutre, et même sur la poutre à côté. Hein. Dans le mouvement ici, les seules composantes que je vais avoir, c'est des composantes comme ça. Hop, si je prends ce petit point et que je regarde ce qui devient, ça va devenir celui-là. Je prends ce petit point, je regarde ce qui devient, ça devient ça. Ce petit point, il devient ça. Et ce petit point, il devient celui-ce Et donc, à chaque fois, alors là, normalement, je dessine en même temps, normalement. Donc, à chaque fois, on regarde chacun des petits points qui composent la poutre, et on regarde ce qui devient dans le mouvement, dans la suite du mouvement. Quoi. Donc, chacun des points, finalement, ils ont tous exactement le même comportement, on va dire. Ils descendent tous, juste vers le bas. Donc, quand on représente le déplacement horizontal hein, sur l'axe vertical, alors ça c'est déplacement selon x, on va mettre, en se disant que tac tac, x ici, et y comme ça dans ce sens-là. Donc déplacement selon x, chacun des points, il se déplace juste vers le bas, donc aucun déplacement selon x. Hein. Vraiment, il n'y a rien du tout. Donc on présente ça juste par un point, quoi. Ce sera juste un point dans une représentation en projection du déplacement selon x. Alors pour le déplacement selon y, ça va être une autre histoire pour le coup. Le déplacement selon y, on le représente sur un axe horizontal pour le coup. Déplacement selon y. Alors, s'il y a rotation, les poutres sont trop courtes. Alors on n'oublie pas qu'on est dans le cadre des petits mouvements. Hein. Dans le cadre des petits mouvements, on a le droit, en quelque sorte, de faire des toutes petites rotations, comme ça, et de faire en sorte de continuer à ce que les poutres soient encore quand même en contact. Dans le cadre de petits mouvements, même si géométriquement c'est faux, mais dans le cadre de petits mouvements, on considère que cette distance, elle est égale à L,
et que cette distance aussi est égale à L en fait. On a une conservation de cette distance-là, même si on a effectivement un triangle rectangle comme ça. Tac, 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 ici, le triangle rectangle. Donc ça, c'est la... On a sauté, alors, tac, tac, tac... Ah oui, j'avais pas vu ta question, excuse-moi. Alors voilà, donc pour répondre à ta question, voilà, c'est dans le cadre de petits mouvements, on a exactement la même longueur, que ce soit ici ou ici. Cette longueur, elle est conservée, et en fait, la poutre ne s'allonge pas en quelque sorte, c'est dans le cadre des petits mouvements, on avait vu que, c'était dans le deuxième cours, il me semble, dans le deuxième cours, on avait vu que le sinus de alpha était égal à alpha, la tangente de alpha était égale à alpha, et en fait ça équivaut à dire finalement que ces longueurs sont exactement les mêmes. Alors évidemment quand on trace des trop grands mouvements, en fait là c'est trop grand comme mouvement, mais si on voulait tracer ça en petits mouvements, il faudrait prendre une slide énorme et on verrait absolument pas de déplacement en fait, il faudrait zoomer énormément pour voir un déplacement, mais en tout cas dans le cadre de petits mouvements, on se dit du coup, on définit ce mouvement comme étant possible finalement. Alors si j'ai répondu à ta question, je continue sur la représentation en projection. Je refais la même idée, hein, je prends chacun des points et je regarde selon quelle valeur il se déplace selon y en fait. Alors ce point-là, alors je vais commencer par C1, hein, ce point C1, c'est le centre de rotation absolu, donc il se déplace de 0 selon Y. On voit hein, que dans le mouvement il se déplace absolument pas, tous les centres de rotation absolus de toute façon ne se déplacent jamais. Hop. Donc ces deux pareil, ils se déplacent de 0. Ensuite on prend ce point ici, il va se déplacer d'une certaine valeur selon Y, de cette valeur-là. Ce point ici, il va se déplacer de cette valeur-là selon Y, etc., etc. Et en fait finalement ce qu'on se rend compte, hein, c'est que quand on représente le déplacement projeté selon Y, on a exactement la même chose hein, que si on représente le déplacement global, on va dire, du système, quoi. Donc ici on retrouve notre angle alpha, et puis ici on a une certaine valeur de déplacement comme ça qu'on appelle D, et qui va être égale à L fois alpha du coup. Donc ça on va y revenir, hein, on va s'habituer petit à petit à cette représentation en projection, mais dites-vous à chaque fois qu'une représentation en projection c'est prendre chacun des points et les envoyer sur un axe en fait. On prend chacun des points, on les envoie sur l'axe, et sans trop réfléchir on se demande de combien ils se déplacent selon Y et selon X. Alors dans cette situation, il se déplace de 0 selon X à chaque fois, et d'une certaine valeur selon Y qui forme cette double droite comme ça, cette cassure, quoi. Voilà. Donc, on retourne sur notre cas ici, sur notre théorème, sur notre application du théorème de Kennedy, notre procédure. On a une poutre 1 et une poutre 2 qui se rejoignent en une rotule en C. 3p moins i moins e égale à 0, hein, c'est exactement le même nombre de liaisons, le même nombre de degrés de blocage, etc. Donc on a toujours un bilan qui est égal à 0, on en déduit que le système est potentiellement isostatique. Ensuite on place évidemment les 3 points, on a toujours 3 points à trouver, dans ces cas-là avec deux poutres qui sont reliées entre elles par une liaison, on a 3 points à trouver, C1, C2 et C1 par rapport à 2. Donc on les place directement. Et ce que nous dit le théorème de Kennedy, alors déjà d'une part on voit qu'ils ne sont pas alignés, d'après le théorème de Kennedy, on nous dit que quand on n'a pas d'alignement du coup, on n'a pas de mouvement possible, et donc d'après la procédure, je vous remets la procédure pour rappel, on était dans ce cas de figure, pas de mouvement possible, les liaisons sont placées de telle sorte à empêcher tout mouvement, donc le système est une structure isostatique. Et donc c'est les structures isostatiques qu'on va étudier beaucoup plus précisément, on va dire, dans le cadre de ce cours. Voilà. Alors on peut étudier tous les types de structures. À partir du moment où on a une structure stable, on peut l'étudier dans le cadre de la statique. Mais les structures hyperstatiques, c'est assez particulier. Il y a besoin d'introduire des nouveaux concepts, notamment sur la déformation de certains éléments par rapport à d'autres, du coup, qui font que on a certaines lois qui se mettent en place en fait, et donc dans le cadre de ce cours on va simplement regarder les structures isostatiques, mais sachez que n'importe quelle structure stable peut être étudiée dans le cadre de la statique. Donc si c'est ok,
pour cette séquence 1. On va revenir dessus au début du TD, hein, sur la correction de l'exercice que vous avez eu, mais normalement voilà, tout ça c'est ok. Donc on passe maintenant à une nouvelle séquence du coup. Alors oui, pour vous dire le quiz, je vous l'ai déjà dit, hein, je pense, mais du coup je vous l'envoie à l'issue du cours, à 13h30, 14h. Et puis, alors une petite seconde. Tchuc. Ok. Et puis du coup, vous aurez toute la semaine pour le faire ce quiz. Voilà. Ok, donc nouvelle séquence force et travaux. On va faire connaissance avec plein de nouveaux mots de vocabulaire au début. On va regarder ce que c'est qu'une force, ce que c'est qu'un moment, ce que ça veut dire être en équilibre statique. Et en fait, tous ces mots de vocabulaire, ils sont un peu... ils ressemblent... Enfin, ils sont utilisés beaucoup dans la vie courante, mais de manière complètement différente. Donc, il va falloir se refaire une sorte d'intuition de ce qu'est une force dans le cadre de la statique, ce qu'est un moment dans le cadre de la statique, ce que veut dire une force qui travaille. Donc il y a un petit peu de vocabulaire à comprendre, mais on va voir ça au fur et à mesure. Voilà. Donc dans un premier temps, on va parler des forces et des moments, et déjà dans un premier temps, on va parler des forces seulement. Si les structures n'est pas alignées, alors pas de mouvement. Alors c'est plutôt les centres de rotation qui sont pas alignés. Alors si on regarde, je reviens une dernière fois là-dessus, hein, mais ici c'est pas les structures qu'on regarde, ça n'a pas, on sait pas trop ce que ça veut dire d'ailleurs. On regarde vraiment les centres de rotation qui sont amenés par chaque liaison, et avec ces centres de rotation, on en déduit si leur alignement est présent ou non, et bien on en déduit s'il y a un mouvement possible ou pas, grâce au théorème de Kennedy. Alors effectivement, comme tu dis, si on n'a pas d'alignement, alors il n'y a pas de mouvement. C'est exactement ça. Et s'il y a un alignement, alors il y a du mouvement. C'est exactement ça finalement. Donc, si c'est ok, on va parler du coup de ce que c'est une force. Une force, c'est une action qui consiste en fait on va dire, à pousser un objet. C'est-à-dire que si vous avez un objet qui est dans une trajectoire, on va dire une trajectoire uniforme à vitesse constante, et que tout à coup elle change de direction, tout à coup cet objet change son mouvement après être... Enfin, passe d'une trajectoire uniforme, rectiligne uniforme, à quelque chose qui change en fait. Ok. Du coup, on a une force qui est intervenue, forcément. C'est la définition de la force, c'est qu'elle modifie le mouvement d'un objet. Donc, même si l'objet est au repos au début, et que tout à coup il se met à bouger, ça veut dire qu'il y a une force qui est en action. Alors, il y a plusieurs exemples de force, hein. Là je vous donne des petits exemples de force qui sont des forces d'entraînement, hein. La force d'inertie d'entraînement, c'est quand vous êtes dans le métro au démarrage, le métro est dans une phase d'accélération assez élevée, et donc vous vous sentez partir un peu en arrière comme ça. Dans le métro, au bout d'un moment, quand le métro a assez accéléré, il arrête d'accélérer, il y a une vitesse à peu près constante, et là vous ne ressentez plus cette force. Cette force, elle est proportionnelle à l'accélération du métro. Et si vous voulez faire l'expérience d'ailleurs, vous vous mettez dans le métro et au démarrage, vous pouvez commencer à vous pencher comme ça, et vous allez être retenu par cette force d'inertie qui va vous ramener en arrière en quelque sorte. Et par contre, quand le métro aura arrêté d'accélérer, là vous allez retomber par terre, quoi. Mais au démarrage du métro, vous pouvez vous pencher de cette manière à vous opposer à cette force d'inertie, et vous allez être en équilibre. Un autre exemple de force, c'est la force de gravité, hein, qu'on subit un peu tous tout le temps, hein, de toute façon. Là, vous avez un astronaute, par exemple, c'est assez intéressant parce qu'il était en apesanteur pendant plusieurs mois dans sa mission spatiale, et il revient sur Terre, et il avait l'habitude en fait de lâcher les objets. Est-ce qu'il avait l'habitude en fait que les objets en apesanteur restaient un peu à flotter à côté de lui pendant qu'il parle, etc. Il est de retour sur Terre, il lâche son stylo comme si le stylo allait flotter à côté de lui, il essaie de le récupérer, mais il se rend compte qu'en fait, la gravité est plus forte que le stylo en quelque sorte, et donc voilà, il faut qu'il reprenne en quelque sorte l'habitude de cette gravité à laquelle il n'est plus habitué. Et ça met plusieurs semaines, hein, pour les astronautes qui reviennent sur Terre après plusieurs mois en apesanteur, c'est toujours quelque chose. Donc ça, c'est des exemples de force
dont on va pas trop parler finalement dans le cadre du cours, hein. Nous on va parler plutôt de force de contact, et si ça vous intéresse un peu ces distinctions entre les différentes classifications de force, on va dire, vous avez une vidéo YouTube qui est très très bien faite par Science Click, ça s'appelle, peut-être qu'il y en a qui connaissent, qui parle justement de ces toutes les différentes classifications de force qu'on peut faire, et est-ce que finalement les théories globales bon, ça va un peu loin dans la physique, mais c'est assez intéressant, quoi. Voilà. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement s'intéresser aux forces de contact. Donc une force de contact, c'est une force simplement entre un objet et un autre objet. Donc typiquement, une force entre un doigt et une bille. Donc quand on va arriver avec ce doigt à pousser la bille comme ça, eh bien on va se mettre à modifier le mouvement de la bille, et on va regarder ce petit instant, au moment pile où il y a un contact qui se forme, juste avant qu'il y ait le mouvement de la bille, on va regarder ce qui se passe exactement à cet instant-là. Donc on avance avec notre doigt sur la bille, et à cet instant-là précis, on peut caractériser ce qu'on appelle une force, puisqu'on a l'objet qui va se mettre à bouger. Le mouvement de l'objet est complètement modifié, puisqu'il passe d'un état de repos complet à un état du coup de mouvement, il va prendre une certaine accélération, quoi. Et donc le doigt exerce sur la bille une force bien précise. Alors, la question c'est comment on la caractérise, cette force. On peut... le truc ce qui a été choisi en fait dans l'histoire des sciences, ça a été pas mal remâché, etc. Mais la représentation classique d'une force en physique classique, en mécanique classique on va dire, c'est une flèche, hein, tout simplement. Une flèche, ça permet de représenter donc notamment une idée de direction en fait, c'est-à-dire que si j'appuie sur ma bille avec mon doigt selon cette direction, ça va être quelque chose de différent que si j'appuie sur la bille dans cette direction. Dans un cas, on va avoir une bille qui va probablement avoir un mouvement dans cette même direction, hein, et dans l'autre cas, on va avoir une bille qui va prendre son essor vers une autre direction qui est complètement différente. Donc déjà, cette idée de flèche, elle nous donne une bonne idée finalement de la direction d'une force, hein, on a vraiment deux cas différents entre cette force et cette force, et c'est ce que permet notamment de faire cette flèche, hein. La flèche, elle a un autre avantage, c'est qu'elle a une certaine longueur. On peut la représenter avec une certaine longueur, et ça représente, si vous voulez, l'amplitude de la force. C'est-à-dire qu'on a deux choses différentes entre appuyer sur la bille avec son doigt avec une certaine force comme ça, simplement, ou alors vraiment appuyer beaucoup plus fort, et donc là vous avez une amplitude de force qui est beaucoup plus élevée, hein. Si vous appuyez plus ou moins fort sur un objet, il va bouger plus ou moins vite, il va accélérer plus ou moins, il va tomber ou non, enfin voilà, vous pouvez faire cette expérience dans la vie de tous les jours, hein, mais cette idée d'amplitude de force, elle est aussi assez importante, et donc non seulement on va s'intéresser à la direction de la force, mais en plus on va s'intéresser à son amplitude. Et ça, ce qui est pratique, c'est que cette représentation en flèche, elle permet de faire les deux, hein. Quand vous représentez une flèche comme ça, vous avez non seulement une direction bien précise, et en plus vous avez une amplitude bien précise aussi. Et donc mathématiquement, c'est un outil qui s'appelle un vecteur. Bon, on parle souvent en fait de vecteur force, hein, aussi. On fait souvent pas trop de distinction entre une force et son vecteur représentatif. Voilà, disons que dans toute la suite du coup, on va représenter du coup les forces par cette flèche, et on va dire que cette flèche avec à côté donc une idée de l'amplitude de la force, hein. F c'est l'amplitude de la force, F peut être égal à 10, peut être égal à 1, etc. Donc on a bien représenté cette idée de direction, de sens aussi, puisque si vous avez la direction mais que au lieu de pousser la bille, vous la tirez, vous allez avoir une force mais dans l'autre sens. Donc voilà, il y a vraiment toutes ces idées qui sont contenues simplement dans cette représentation toute simple de une flèche orientée et avec la bonne taille. Alors, on a la force dans un premier temps, donc on a défini comme une action pour laquelle un corps a tendance à se déplacer, donc suivant un mouvement droit, un mouvement de translation. Et ensuite, on a un autre concept à définir qui s'appelle un moment. Alors, le moment,
C'est l'équivalent de la force, mais ça va être pour une rotation, ça va pas être pour une translation. Une force, donc vous allez pousser avec le doigt sur un objet, ça va se mettre à translater dans une direction rectiligne. Un moment, contrairement à une force du coup, ça va impliquer une rotation au lieu d'une translation. Alors une manière un peu simple, on va dire, de se représenter ce que peut être un moment, ça va être d'imaginer par exemple un tournevis qui s'actionne sur une vis du coup. Si vous arrivez avec votre tournevis comme ça, et que vous mettez une rotation au tournevis, il va appliquer un moment du tournevis sur la vis. Alors en réalité, ça va pas être un moment, ça va être l'action de deux forces qu'on appelle un couple, et ça va être l'action de la force de la petite de l'extrémité, on va dire, du tournevis sur l'intérieur de la paroi de la vis, en fait, qui va s'actionner en même temps que l'autre extrémité sur la paroi opposée. Et du coup, vous allez avoir deux forces qu'on appelle un couple, comme ça, c'est deux forces parallèles de même amplitude. Et ce couple, ça va impliquer un moment, du coup. Mais alors, l'idée, en fait, c'est de se représenter de la même façon qu'on s'est représenté la force comme un doigt qui appuie sur un objet, qui appuie sur une bille. On va se représenter le moment comme un tournevis finalement qu'on va tourner comme ça et qui va impliquer du coup une sorte de torsion au niveau d'un certain point et donc autour d'un certain axe. De la même manière que pour la force, vous avez plusieurs éléments qui caractérisent un moment. Hein. Si vous arrivez avec votre tournevis non pas dans cette direction mais dans une direction, je sais pas, perpendiculaire, bah vous allez effectivement faire tourner quelque chose, mais vous allez faire tourner la vis dans une autre rotation, on va dire, dans la rotation autour d'un autre axe, plutôt que cet axe-là qui arrive bien parallèle à la vis, quoi, bien dans l'axe de la vis. Donc si vous changez l'axe, vous changez le moment, et si vous changez l'amplitude du moment, pareil que pour la force, hein, si vous mettez un tout petit peu de force, vous allez pas beaucoup faire tourner la vis, mais si vous mettez énormément de force dans votre tournevis, bah, vous allez faire tourner beaucoup plus vite vous allez accélérer en quelque sorte la rotation de la vis. Et donc voilà, donc il y a exactement pas les mêmes informations, on va dire, mais les mêmes, on va dire les mêmes forces de contenu. Hein. Il y a un axe qui est donné pour le moment et une amplitude également. Et donc ça, en 2D, ça va avoir une représentation assez simplifiée hein, finalement, puisque on se rappelle que dans le cadre de ce cours, on est en 2D, donc on essaie de s'imaginer un moment en 2D, ça va être juste l'application, si vous voulez, d'un tournevis qui arrive perpendiculairement à notre plan, hein, à notre slide ici. Donc on arrive perpendiculairement à notre plan, et finalement l'axe, ce qu'on va voir de l'axe en fait ne va être qu'un simple point. On va voir juste après, hein, mais une force, on a dit, c'est une direction, un sens et une amplitude. Donc on regarde sur ces structures, c'est une structure isostatique, hein, on en avait parlé juste avant, hein, c'est une structure isostatique ici. On va lui appliquer des forces et des moments en fait, et on va regarder après si la structure est stable sous ses forces et sous ses moments, etc. Mais là pour le moment l'idée c'est juste simplement de regarder une structure et d'y appliquer un ensemble de forces et de moments. Donc une force définie par une direction, un sens et une amplitude. On voit là il y a deux exemples de forces. Donc une première force qui s'applique sur la poutre 2 en ce point-là, selon cette direction et selon l'amplitude qu'on appelle F1. Et puis une force F2 du coup qui s'applique sur cette poutre 1 du coup en ce point-là. On pourrait appliquer des forces dans d'autres directions, à d'autres emplacements, selon d'autres axes, etc. Vraiment tout est possible. Alors, on se doute que en fait, dans le cadre de la mécanique des structures, dans le cadre de l'architecture, hein, les forces, ça va représenter en fait l'action, on va dire l'action de l'usage d'un bâtiment finalement, et même le poids du bâtiment. Si vous prenez un piéton qui marche sur une passerelle, vous le modélisez assez facilement par une force verticale du coup qui s'exerce sur la passerelle, et ça c'est un peu la définition classique on va dire de la force d'un corps sur un autre corps. Il y a des forces dans le cadre de la mécanique des structures, on utilise plutôt des forces
des forces continues, quoi, des distributions de force, ça s'appelle. Donc on va réexpliquer ce que c'est des distributions de force dans les cours, dans la prochaine séquence notamment. Mais c'est l'idée d'appliquer en fait plein de petites forces sur plein de petits éléments de surface et de manière continue en fait. Au lieu d'avoir une simple force discrète, on va appliquer une sorte de bande de force d'un coup, bam comme ça. Et ça représente par exemple la force je sais pas, la force du poids propre sur une passerelle, la force d'une poutre sur la force du poids propre d'une poutre sur cette poutre elle-même, etc., etc. Mais ça, on va avoir l'occasion d'en reparler. Alors, la diff entre le sens et la direction d'une force, absolument, ouais. Donc, ce qu'on a ici, c'est une force qui s'exerce, on va dire, dans cette direction-là, là, sur la droite en pointillé qu'on voit ici. Et le sens de la force, c'est simplement de placer le signe de la flèche ici ou ici, de l'autre côté. Donc si on applique une force dans ce sens-là, ça veut dire qu'on va pousser la bille dans cette direction et dans ce sens-là du coup. Et si la force, on garde la même direction, donc la direction c'est la droite en pointillé, hein, et qu'on change de sens, donc on met le petit bout de flèche mais de l'autre côté, et mais en fait c'est équivalent en fait à soit pousser la bille de l'autre côté, soit tirer la bille à partir de ce point-là, et puis simplement voilà, c'est ça la différence entre une direction et un sens. C'est vrai que c'est une notion qu'il faut bien différencier. C'est on a une direction dans un premier temps et on donne à cette force un sens ou un autre. Donc il y a deux possibilités de sens pour une direction donnée, effectivement. Ici, sur notre exemple de structure, avec ces forces F1 F2, là par exemple on appuie comme ça, alors je vous montre avec mon doigt mais vous voyez pas, on appuie sur la poutre 1 dans ce sens là, dans cette direction donnée. Si j'appuyais sur la poutre 1 dans une direction opposée, en fait on aurait tendance à faire bouger la poutre, mais dans une rotation différente que celle qu'on voit ici. On va avoir l'occasion d'y revenir ensuite quand on parlera du travail, notamment du principe des travaux virtuels, etc. et de toutes ces de la manière dont les forces s'appliquent sur les structures et de la manière dont elles influent ou non les déplacements. On va voir un peu ça plus en détail pour la suite. Un moment, c'est défini comme on a vu par un pôle, un sens et une amplitude. Alors on appelle ça un pôle, du coup c'est un point précis autour duquel on va faire tourner notre tournevis, si vous voulez. Là par exemple j'ai représenté deux exemples de moments. Donc un moment qui s'applique en ce point-là, un peu à gauche de C là, qui s'applique en ce point-là et dans ce sens-là. Donc on pourrait avoir un moment qui s'appliquerait au même point, mais dans le sens opposé, typiquement. C'est comme si vous preniez votre tournevis et que vous le tourniez dans le sens horaire, du coup. Là, en l'occurrence, c'est un moment qui s'applique en ce point-là et qui est tourné dans un sens direct, dans un sens anti-horaire. Et le moment en M2, c'est un moment qui s'applique en ce point précis, et donc comme si on arrivait avec un tournevis et qu'on tournait là cette fois dans le sens des aiguilles d'une montre, donc dans le sens horaire. Donc voilà, c'est des exemples de force et de moment. Une force, on retient ça, hein, une force c'est une direction, un sens et une amplitude. Hein. Le moment, on le représente comme ça, avec un simple arc de cercle autour d'un point. Un moment, c'est un pôle, le point, un sens du coup, donc sens horaire ou anti-horaire, ou parfois on dit sens direct et indirect. Et une amplitude du coup qui est représentée par M1. M1 ça peut être un chiffre, hein. M1 égale, égale 10, égale 1. Voilà, ça peut être des amplitudes à chaque fois. Donc, à chaque fois, c'est trois infos en quelque sorte qui sont données pour représenter les forces, les moments et leur action du coup sur une structure. Si vous décalez un peu la force, hein, si vous lui mettez un point d'application un peu sur la droite comme ça devient c'est une force différente. Hein. Ça n'a pas les mêmes effets, on va dire, sur la structure que la force F2 comme ça. Est-ce que les centres sont considérés comme des moments ? Alors, les centres de rotation, tu veux dire, je pense. Il faut bien distinguer ce qu'on a dit sur la cinématique et là ce qu'on est en train de dire sur les forces et les moments. Ce qu'on a dit sur la cinématique, c'est que
les objets d'une structure, exactement, ouais. Pour les objets d'une structure pouvaient tourner les uns par rapport aux autres et les uns autour des autres et autour d'un point du plan fixe. Mais là, on parle de nouveaux objets, du coup, où donc là, il faut bien comprendre que arriver avec ces nouveaux objets, ces forces et ces moments, on arrive comme ça avec un tournevis, et quelles que soient les liaisons autour de nous, on va appliquer ce tournevis dans ce sens-là, au niveau de ce point. Donc, il faut bien comprendre que c'est des objets qui sont indépendants des liaisons qu'on a fait. C'est vraiment, on arrive avec une force et on applique un point comme ça, une force en un point. On arrive avec notre tournevis et on applique un moment en un point bien précis de la structure. Et donc on pourrait aussi appliquer des moments, par exemple, au niveau des centres de rotation, hein, si c'est ça ta question. On pourrait appliquer un moment à ce niveau-là, et on verra ce que ça impliquerait par la suite. Mais en tout cas, on va dire, c'est une nouvelle couche, un nouveau calque qu'on va appliquer sur nos structures. Jusque-là, on avait vu juste simplement comment bouger les structures sans avoir besoin de force ni quoi que ce soit. Maintenant, on va voir que dès qu'on a une structure isostatique, si on y met des forces dessus, eh bien, il va se passer des choses. Pourquoi est-ce que le pôle du moment ne se trouve pas sur la rotule ou sur une liaison en général? Ben voilà, c'est ce que j'ai expliqué, hein, c'est que le pôle du moment, c'est... Alors, je pense que j'essaie de comprendre comment vous expliquer bien la distinction. L'application d'un moment, elle est complètement indépendante de la structure et de ses liaisons. De la même manière que quand vous avez une structure, vous pouvez y appliquer des forces comme ça en n'importe quel point, hein. Vous vous dites pas ah, je suis obligé d'appliquer ma force au niveau du point A, je suis obligé d'appliquer ma force au niveau de la liaison en C. Non, vous vous dites, un piéton, il peut aller n'importe où sur la passerelle, il peut aller n'importe où sur les poutres, etc. Donc une force peut s'appliquer vraiment, on peut mettre des forces un peu partout où on veut, et on va voir comment le système se comporte. C'est pareil pour le moment, hein. Un moment, on peut l'appliquer exactement, c'est la même équivalence d'objet qu'une force en fait, on peut l'appliquer n'importe où sur la structure, on n'est pas obligé de faire en sorte d'appliquer un moment exactement au niveau du point C, exactement au niveau du point A, on peut appliquer des tours de vis, si vous voulez, avec notre tournevis imaginaire, notre tournevis géant, on peut appliquer des moments un peu n'importe où. Alors du coup, les forces et les moments sont juste des gestes qui viennent s'appliquer sur la structure. C'est ça, les forces et les moments, c'est des nouveaux objets qui viennent en plus sur la structure. D'accord. C'est des objets qui viennent en plus s'appliquer sur la structure, et qui viennent du coup modifier le comportement de la structure, alors qu'on avait vu avant que c'était... On va en reparler, hein, mais on va voir l'implication que ça va avoir d'avoir des nouveaux objets qui s'appliquent sur les structures cinématiques qu'on a vues jusque-là. C'est que là on voit le moment en plan, alors que la force on la voit en élévation. Et bien en fait on la voit, alors le moment on le voit en plan, alors que la force on la voit en élévation. En fait la force, je vois ce que tu veux dire, c'est que en 2D, en 3D on va avoir des moments qui vont s'appliquer selon une droite, mais en fait quand on se place en 2D, les seuls moments qui sont possibles, en fait, c'est des moments qui sont selon une droite qui est perpendiculaire au plan. Mais alors, du coup, ce plan-là, la seule droite perpendiculaire au plan, elle se représente par un point. En fait, ce point, si tu veux, c'est la droite qui passe par ce point et qui est perpendiculaire au plan. Et c'est exactement selon cette direction qu'on vient appliquer notre moment, du coup. Et la force, du coup, en 2D, bah, on peut pas faire de force... qui sortent du plan en quelque sorte, on est obligé de faire en sorte que la force appartienne au plan, donc on est obligé on la représente comme ça par une flèche, et puis voilà, c'est un peu les seules possibilités qu'on a, c'est un peu les seules possibilités qu'on a pour une force, hein. Une force peut se représenter dans le plan que par une flèche qui a donc deux composantes, une composante horizontale et une composante verticale, et le moment, la seule manière de représenter un moment dans un plan, c'est autour d'un axe, autour d'un point, selon une certaine direction. Alors, A égale F, if F égale X,
Ok, super. Donc, on regarde du coup ce que je vous ai dit sur les structures. Donc, on a une structure isostatique et on y applique des forces et on va voir ce qui se passe. Cette structure, on peut la caractériser, hein, on a appris à faire ça dans la séquence d'avant. On a appris que, en comptant le nombre de degrés de blocage, le nombre de degrés de liberté, on a 3p moins i moins e qui est égal à 0. Et donc, la caractérisation de ce système, c'est une structure isostatique. Donc c'est une structure isostatique assez classique, hein, c'est une simple poutre sur deux appuis, donc sur un appui simple et sur un pivot. Donc ça va très rapidement, hein. Cette structure, elle est stable, c'est ce qu'on avait vu sur la séquence cinématique. Et donc cette structure, voilà, elle est complètement stable du fait que ce soit une structure isostatique. Mais quand on commence à y ajouter justement ce qu'on a vu avant, hein, quand on commence à y ajouter des objets en plus, quand on commence à y mettre des piétons par exemple, ou à y mettre des efforts à appuyer dessus, ou à tourner avec des moments, ça va commencer à se compliquer. Là je vous ai fait un exemple avec une simple force, mais on pourrait faire avec des moments, avec d'autres forces, etc. Mais si vous mettez une force comme ça, il y a plusieurs manières en quelque sorte de se péter la gueule, hein, de tomber, de casser la structure. Au bout d'un moment, si vous appuyez très très fort et que vous continuez à appuyer super fort sur la structure, vous allez voir dans un premier temps une déformation, et au bout d'un moment, ça va rompre. Il va y avoir une rupture. Alors là, c'est un premier type de rupture en quelque sorte, c'est une rupture au niveau de la force, hein, mais c'est surtout une rupture qui va intervenir dans l'élément de poutre. Il y a une autre possibilité de rupture, c'est si vous appuyez très très fort, et que vous voyez là, vous commencez à voir l'appui sur la droite comme ça, la liaison pivot qui commence à se déformer au bout d'un moment, et qui commence à lâcher un petit peu, et au bout d'un moment, ça y est, il y a une rupture. Donc ça, c'est deux sortes de ruptures en quelque sorte, pour une structure donnée, avec une force qui est trop forte pour la structure justement. Et ces deux sortes de ruptures, elles caractérisent en fait on va dire, de nouvelles notions qui sont les réactions et les sollicitations. Dans le premier cas qu'on avait vu, c'était ici, avec la déformation de la poutre comme ça, qui se déforme jusqu'à rompre en son milieu, c'est un défaut de sollicitation. On a une sollicitation qui est trop importante pour la poutre, et dans le cas où une rupture intervient au niveau d'un appui, c'est pour le coup des réactions qui sont trop importantes. Alors, tout ça, on va en reparler, hein, on va bien définir ce que sont les réactions, ce que sont les sollicitations dans la suite du cours, mais ça va être pour la séance 5 et la séance 6. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que sous un chargement extérieur quelconque, hein, sous un chargement extérieur important, on va dire, on a des possibilités de rupture, et on a donc sous un chargement extérieur des premières choses qui vont apparaître, donc des réactions et des sollicitations. Si vous mettez pas de chargement extérieur, vous avez ni réaction ni sollicitation. Mais si vous commencez à mettre du chargement extérieur, alors vous allez commencer à avoir des problèmes entre guillemets dans votre structure, et vous allez regarder du coup ce qu'impliquent en fait les conséquences du chargement sur les appuis et sur la poutre. Et donc ça, on va le voir un peu plus dans les prochaines séances, séance 5 et séance 6, mais commencer à peut-être à réfléchir à ça, on va dire, mais voilà, c'est un peu cette idée que quand on n'a pas de chargement, tout va bien, c'est génial, hein, on a juste nos liaisons cinématiques qui sont en stabilité isostatique, c'est parfait, mais dès qu'on va mettre du chargement, alors là, on va y mettre des réactions, on va avoir apparition de réactions, on va avoir apparition de sollicitations, et ça va... et il va falloir les calculer, hein, ces réactions et ces sollicitations. C'est ça le but des prochaines séances. Pour le moment, on va simplement se regarder des mécanismes, donc on va juste regarder un mécanisme hypostatique pour introduire ce qu'on appelle le théorème, le principe des travaux virtuels. Alors, pour introduire le principe des travaux virtuels, on va regarder un mécanisme avec un seul degré de liberté. Ici, on a une poutre qui est reliée
au plan fixe par une liaison pivot en un point là-bas, une poutre de longueur L du coup, avec un point A au bout. Et donc cette poutre, on va simplement y appliquer une action extérieure qui est complètement indépendante, quoi. On va y appliquer une action au niveau du point A, et cette action elle a cette direction-là, un peu de biais nord-est, sud-ouest, quoi. Et puis elle a un sens qui est vers le bas, pour le coup. Et donc cette action extérieure, on va l'appeler F, on va lui donner une amplitude qui s'appelle F. Ensuite, cette structure, on va la déplacer, mais indépendamment de la force, hein. On va simplement prendre la structure, et puis lui appliquer un déplacement, alors que la force s'applique en même temps sur la structure. Et ce qu'on veut Alors voilà, ce que j'ai mis, oui, c'est que effectivement, dans le cadre d'un petit déplacement, on a la longueur D, qui est égale à alpha L. Si on fait un petit déplacement, là, comme je vous ai montré tout à l'heure sur l'exemple de la cinématique, hein, mais si vous avez un petit déplacement, le point A et le point A' sont sur la même droite verticale, et en même temps les longueurs ne changent pas, hein. On a une longueur L sur la poutre initiale, et on a une longueur L sur la poutre finale, et donc on a effectivement une translation purement verticale. On a un triangle rectangle avec un angle droit en A. Donc ce petit déplacement, il est d'amplitude alpha fois L, et en fait ce qu'on peut se demander, ce qu'on se demande en fait, c'est quelle va être la contribution en quelque sorte apportée par la force F dans ce mouvement bien précis. C'est-à-dire que si vous appliquez une force et que pendant que vous appliquez la force, il se trouve qu'il y a un déplacement qui se fait, est-ce que la force va avoir tendance à aider, à favoriser le déplacement, ou alors est-ce que la force va avoir tendance à contrer le déplacement, en quelque sorte? Parce que si vous vous dites que vous avez exactement la même structure, avec la même force qui s'applique comme ça, et si vous vous mettez à déplacer plutôt vers le haut, plutôt que vers le bas, ben vous allez avoir un déplacement qui va se faire en quelque sorte contrer par la force, et là vous allez avoir une contribution un peu plus négative en fait. Là, dans notre cas ici, on a un déplacement qui se fait dans la même direction que la force, et donc on a en quelque sorte une force qui va contribuer au déplacement, qui va contribuer positivement au déplacement. Alors la question qu'on se pose, c'est comment on va mesurer cette contribution? Est-ce qu'il y a une manière de faire pour mesurer la contribution de cette force dans ce mouvement bien précis? Alors, ça s'appelle, cette contribution, ça s'appelle le travail. Le travail, c'est une énergie en fait. Le travail d'une force dans une translation, il est défini comme égal au produit scalaire de la force par le déplacement. Donc pas de panique, on va regarder ça bien tranquillement, hein, mais pour calculer cette contribution, pour donner une valeur à cette contribution positive ou négative, on va appliquer simplement une formule mathématique qui nous permet en fait d'avoir toutes les propriétés qu'on vient de dire, hein, qui permet de dire que quand on a une force qui s'oppose à un certain déplacement, on va avoir une contribution plutôt négative, on va voir ça juste après, hein, et quand vous avez une force plus ou moins grande qui s'applique dans le même sens qu'un déplacement donné, eh bien vous allez avoir une contribution qui est plutôt positive, et donc il y a un produit scalaire entre D et F qui est positif. Donc le produit scalaire, je pense que vous connaissez, hein, je ne sais pas si vous avez tous... Bon, on va rappeler un petit peu ce que c'est, mais le produit scalaire d'un vecteur U par un vecteur V, c'est simplement la norme de U, ce qu'on appelle la norme de U, c'est la longueur du vecteur U, fois la longueur du vecteur V, fois la valeur de cos θ. C'est défini comme ça, le produit scalaire. Ce produit scalaire, c'est exactement égal à la norme de U, donc à la longueur du vecteur U, fois la longueur P, ici, qui est représentée, qui est finalement la projection du vecteur V sur le vecteur U. Donc là, n'hésitez pas à dire hein, s'il y a quelque chose que vous comprenez pas là-dedans, hein, qui vous échappe un petit peu. Ça, c'est assez important. Mais après, on va voir qu'on va appliquer le produit scalaire pour des cas, finalement, qui se simplifient assez facilement. Mais l'essentiel, c'est de retenir cette formule de la projection, de voir que de simplement se dire que le produit scalaire d'un vecteur par un autre, c'est la longueur d'un vecteur, fois la longueur
de son projeté, en fait, du vecteur V projeté sur U, du coup. Donc avec une projection orthogonale comme ça, selon un angle droit qu'on voit représenté ici. C'est exactement la même chose que norme de U fois norme de V fois cos θ, du coup, avec θ, l'angle entre U et V. Donc ça, c'est la formule du travail d'une force, et donc ce travail, il caractérise en quelque sorte la contribution énergétique de la force dans un certain déplacement. Donc on va calculer ce travail, hein. On va récupérer la définition du travail, hein. C'est le produit scalaire de la force par le déplacement. Donc ce produit scalaire, c'est le vecteur F du coup fois le vecteur D. Donc on regarde un petit peu la formule du produit scalaire, hein. On se dit que U, ça représente le vecteur F, et que V, ça représente le vecteur D, du coup. Et si on fait cette formule, ce F scalaire D, on se rend compte que c'est équivalent à faire la composante verticale de F, donc simplement FV, qui est représentée ici. Ici, on a représenté FV et FH, hein, la composante horizontale de F et la composante verticale de F. Et le produit scalaire, du coup, de F fois D, c'est simplement FV fois D. Donc le travail de la force dans ce déplacement, c'est égal à FV fois D, produit scalaire entre F et D, et c'est donc égal à FV fois alpha fois L, puisque alpha L, on avait dit que c'était égal à D. Hein. D égale alpha L, à cause des petits mouvements, puisque si vous voulez, on peut se dire que le sinus de alpha, ou plutôt la tangente, on va dire que la tangente de alpha, ça va être égal à côté opposé sur côté adjacent, donc ça va être D sur L, et donc tangente de alpha égale alpha, et donc finalement on a bien D égale alpha fois L. Donc on a ce travail qui se calcule un peu toujours de la même façon, hein. Dans tous les cas on va toujours avoir une sorte de rotation autour d'un point avec une certaine longueur et un déplacement qui va être comme ça orthogonal à la longueur, et dans la plupart des cas, en fait, on va avoir cette situation-là. Donc on va s'habituer au fur et à mesure à calculer des travaux, des forces dans certains déplacements, mais en tout cas, le travail de cette force dans ce déplacement-là vaut FV, la composante verticale de F, fois alpha, l'angle qu'on a mis pour le déplacement, fois L, qui est la longueur de la poutre, la longueur totale. Alors ici, ce qui est dit après, c'est que le travail il est positif, donc c'est une valeur qui est positive, hein. Alors pourquoi on ne fait pas FV fois FH? Alors, FV, la composante verticale, fois la composante horizontale. En fait, on applique simplement la formule du produit scalaire, hein. Je vais montrer ça là. On applique simplement cette formule du produit scalaire entre V et D. Alors je vais faire ça un peu plus lentement. C'est quoi θ et cos de θ? Limite θ, on n'en a pas tellement besoin. θ, c'est juste l'angle entre U et V dans un produit scalaire. Mais on se dit simplement que le produit scalaire, allez, on va simplement se dire, le produit scalaire, c'est la longueur d'un premier vecteur fois la longueur projetée du deuxième vecteur sur le premier vecteur. D'accord. On va simplement se dire que le produit scalaire, c'est cette formule-là, hein, cette formule avec la projection. Et on va appliquer cette formule de la projection sur ce cas-là. Donc on va faire ça ici, hein. On regarde, on va simplement faire un zoom sur le bout de la poutre, hein. Alors attendez, tchuc. Hop, au bout de la poutre, on a quelque chose comme ça, ok. Tchuc. On a une force F qui s'applique ici, et puis on a un déplacement qui se fait selon ce vecteur-là. Donc ici, alors, faire ça en rouge, tuc. On a la force F, ici le déplacement D, et ce que nous dit le produit scalaire, la formule du produit scalaire, en gros, entre ces deux vecteurs, du coup, ça va être la longueur de D, donc le produit scalaire, on peut le noter F, alors je vais mettre des flèches, hein, mais F scalaire D comme ça. Le produit scalaire, donc, ça va être
selon la formule qu'on a vue, hein, on va se dire que D va prendre, D va prendre la place en quelque sorte de U, et F va prendre la place de V du coup. Donc, alors du coup on peut les mettre, je vais les mettre dans l'autre sens, hein, mais hop. Je vais faire D scalaire F dans ce sens-là, voilà. Donc, longueur de D, du coup, la longueur D qu'on a ici, hein, c'est cette grandeur-là, hop. Ça, c'est la grandeur D, du coup, fois un certain chiffre qui s'appelle P. Et donc P, on regarde notre formule ici, P, c'est la projection du deuxième vecteur sur le premier vecteur. Donc on fait pareil, on fait la projection de V, orthogonalement, hein, toujours, sur le vecteur U. Donc on prend notre deuxième vecteur, qui est F, on prend notre deuxième vecteur et on va le projeter orthogonalement. Je vais faire ça en vert, du coup. On prolonge un peu la direction, la droite de direction de D, hein. On prolonge comme ça, et puis on projette orthogonalement, donc on fait comme ça, hop, avec un angle droit. Et là, on a bien, hop, cette longueur P dont on parlait, projetée sur la direction de la droite de D, du coup, du déplacement. Et donc ici, on a cette longueur P, qui correspond bien à la longueur P qu'on a fait ici, hein, dans la petite parenthèse mathématique. Alors, P ici, il est bien positif, hein, c'est vrai que on peut lui donner un sens, mais P, il est dans le sens du coup du vecteur F, hein. Hop. Et vous allez voir, après, on va avoir un exemple où F et D ne sont pas dans le même sens, où il y a une contribution négative, et on va voir que P va être négatif, du coup. Mais en tout cas, le produit scalaire, c'est D fois P. Et alors, ce qu'on peut dire, c'est que P, du coup, alors, on l'a appelé FH, du coup, hein, sur notre slide, hein, c'est la composante FV, pardon. On l'a appelé, hop, comme ça, cette longueur. On a dit que c'était FV, et que cette longueur-là, c'était, hop, comme ça, FH. Ok. Et donc du coup, on a exactement P égale FV, du coup. C'est exactement la même longueur, hein, P et FV. Et FH, du coup, en quelque sorte, ne sert à rien. En fait, la composante horizontale de F ne contribue pas du tout, ni positivement ni négativement, au mouvement. Elle est juste là, mais elle sert pas à grand-chose, finalement. Alors, je regarde les questions. FV fois FH, ok. Alors, c'est pas V1, la trace de V2 sur V1. C'est pas le vecteur 1. Alors, V1, c'est... est-ce qu'on a... C'est U, peut-être Alors... Ah oui, V1 fois la trace de V2 sur V1. Donc V1 fois la trace de V2 sur V1. Ouais, ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc, le vecteur U, ouais, c'est ça. C'est ça. Avec V1 ici, c'est le déplacement, c'est D. Et V2, si tu veux, c'est F. Donc c'est bien V1, ok. V1, donc fois la trace de V2 sur la direction V1, du coup, la direction de V1. On a bien du coup V1, donc D, fois la projection du coup P. Et c'est ce produit scalaire du coup qu'on regarde. Alors, il y a une deuxième façon en quelque sorte de calculer le produit scalaire. À chaque fois, on a les deux façons qui sont équivalentes, mais là vraiment, vous allez voir, c'est pas terrible de le calculer de cette façon-là. On peut... Alors pourquoi F se reporte sur P et pas sur D? Ah non, F c'est bien reporté sur D, hein, pour le coup. En fait, le P, il est arrivé après coup. On l'a défini après l'avoir projeté. On a la direction qui nous donne
Donc une droite que je vais faire en bleu la direction du déplacement. Hop. On a la droite de direction de ce déplacement D. Et en fait, la projection de la force F sur D, ça va être la projection de F sur la droite qu'on voit ici en bleu. Et donc ça va être bien à partir de ce point-là. Je vais faire entre ce point-là. Donc ce point va se projeter vers ce point-là. Ce point-là va se projeter ici, etc. etc. On projette à chaque fois comme ça. Et du coup, on a une longueur ici, une nouvelle longueur qu'on va appeler P du coup. Mais ça vient après coup finalement. D égale déplacement et P c'est la projection verticale de F. Exactement. D c'est le déplacement et P c'est la projection verticale de F. Voilà. Est-ce que c'est bon du coup? Voilà, alors, pour pas vous embrouiller, j'en parle pas trop, mais la deuxième manière de calculer un produit scalaire, c'est... donc c'est la trace de V2 alignée sur l'axe... ouais, c'est ça, pas forcément sur le vecteur même, c'est toujours sur l'axe en fait, c'est ça. Alors ce qu'on peut faire en fait, c'est que pour calculer ce produit scalaire, on peut exactement calculer... Alors, ça c'est complètement équivalent à calculer le produit scalaire, donc entre D, que je représente exactement avec la même longueur et la même direction, et F du coup, que je peux placer à partir de ce point-là aussi, avec donc la même longueur qu'on voit ici, qu'on voit sur F, comme ça ici, mais par rapport, donc en prenant l'origine un petit peu, en prenant la même origine pour bien ressembler, si vous voulez, à la figure. Ça va donner exactement le même résultat. Ça va donner exactement le même résultat. Vous allez projeter, c'est comme vous voulez, soit vous faites le déplacement dans votre tête comme ça, mais ça revient exactement au même. Hop, vous allez projeter F sur la direction de D, hop, orthogonalement. Là, vous avez un nouveau point, et entre ce nouveau point et l'origine que vous avez prise, vous avez la longueur P. Et donc là, vous avez bien D fois P, mais c'est exactement la même chose que ici. C'est exactement la même construction, finalement. Alors, je ne comprends pas pourquoi FH ne sert à rien. Alors, je vais le laisser... Ouais, non. Ok. FH, du coup. FH ici ne sert à rien, puisque on a vu que dans le calcul du produit scalaire, là, voilà, FH permet juste avec FV. Exactement. F, c'est FV plus FH. C'est la composante verticale plus la composante horizontale. Mais dans le calcul du produit scalaire, on se rend compte que FH n'intervient pas du tout. La longueur P ici, elle dépend pas du tout de FH, elle dépend juste de FV. Donc c'est directement un D fois FV. FV c'est égal à P. Ok, donc le produit scalaire comme ça, on va en pratiquer assez souvent, donc au bout d'un moment vous allez être assez habitué à ça, mais voilà, c'est toujours au début c'est toujours il faut s'habituer à un certain on va dire à certaines idées, mais qui après sont vraiment automatiques. Au bout d'un moment, vous allez automatiquement voir que la contribution de F, c'est la contribution qui est toujours parallèle au déplacement. À chaque fois, c'est quelque chose de parallèle. C'est à chaque fois la composante parallèle à la direction du déplacement qui compte seulement dans le travail, et à chaque fois la composante orthogonale de la force ne contribue aucunement dans un déplacement comme ça qui est orthogonal. Alors, du coup, si F c'est FH et FV, FH devrait être utilisé. Ben justement, quand on calcule le travail, on a exactement la même chose, je vois ce que tu veux dire. Si on avait... Alors attention, ça va peut-être compliquer un peu le dessin, mais je vais faire une nouvelle force qui va s'appliquer... Alors, on va partir de là. Je vais faire une nouvelle force comme ça. Non, c'est pas terrible. Comment je peux faire? Ouais, je sais.
hop, je vais appliquer une force différente au même point. Hop, qui va être comme ça. Donc là, tchouk, tchouk, et je vais l'appeler F2. Voilà. Je vais appeler cette force F2. Donc cette force F2, pareil que F, hein, elle a une composante verticale. Donc ici, qu'on retrouve ici, hein. Tchouk, je vais faire en continu. Hop, donc F2, elle a une composante verticale qu'on peut appeler FV2. Hop. Et une composante horizontale, du coup, que je vais appeler FH2. Et en fait, si je fais le produit scalaire, maintenant, le produit scalaire de F2 par le déplacement, donc le travail, si je calcule le travail de contribution, on va dire le travail de la force F2 dans le déplacement D, et ben je vais faire le calcul de la projection, hein, comme d'habitude. J'ai fait en sorte ici que FV2 soit exactement égal à FV, mais voilà, donc ça c'est pour simplifier un petit peu, mais j'ai fait en sorte que FV2 soit égal à FV et que FH2 soit différent de FH. Donc on a une force qui est complètement différente du coup, mais qui quand même a exactement le même calcul du travail, qui a exactement la même contribution dans le déplacement D. Cette force F2, son travail dans le déplacement D, c'est également égal à P, la valeur P hein, ici, fois D, et c'est égal à D fois FV. Voilà. Et à chaque fois qu'on prend une force qui a exactement cette composante verticale, hein, si je prends une force qui a une composante verticale mais qui est vraiment complètement penchée comme ça et qui va jusqu'au bout là-bas, hop, donc je vais la faire arriver hop en ce point-là, tac. Donc là j'ai tracé une très très grande force, pouf, qui s'applique au même point, et qui a une composante verticale toujours égale à FV, mais qui cette fois a une composante horizontale qui est absolument gigantesque, hein, qui est très très grande. Donc là, je vais l'appeler F3 par exemple. Ici, on a F3H. Bon là, le dessin ressemble plus à grand chose, mais vous comprenez l'idée, hein, c'est qu'à chaque fois, c'est la contribution verticale de la force qui va contribuer dans ce mouvement-là. Hein. Si vous avez un mouvement qui est orienté d'une autre manière, hein, bon là, on parle simplement d'un mouvement qui est vertical, et donc dans ce mouvement vertical, la seule contribution, le seul travail apporté, d'accord, mais ça va venir, hein. Au bout d'un moment, à force de calculer les travaux des forces, en fait, vous allez voir un petit peu des patterns apparaître, des lois apparaître un petit peu, et vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous allez vous faire votre propre intuition un petit peu du calcul des travaux. Hein. Le calcul des travaux, pardon, à chaque fois, ça va être intuitivé de manière différente hein, par chacun des étudiants, je pense, mais rendez-vous compte que finalement, quelle que soit la force F, F2 ou F3, le travail sera toujours égal à D fois FV. Je vais l'écrire ici, hein, je vais écrire D fois F2 du coup, donc D scalaire F2, pardon. Ça va être D fois la projection de F2 sur la droite de D, donc ça va toujours être égal à D fois P, hein, et ça va être égal à, alors je l'ai appelé, hop, je vais juste simplement dire que ça c'est FV, exactement la même valeur que ici, hein, il y a juste FH qui a changé. Hein. Tac, donc c'est D fois P, et c'est aussi égal à D fois FV. Et pareil pour le produit scalaire de D par F3, qui va être égal à D fois la projection de F3 sur la droite D, et c'est toujours la même chose, hein, c'est toujours la valeur P. Hop. Et c'est donc D fois FV. La seule manière de changer le résultat hein, de ce produit scalaire, de changer le résultat du travail, du coup, c'est d'apporter une composante verticale. Si vous faites une force
Bon là je vais pas rajouter de force en plus, mais simplement vous remontrer, hein. Si vous faites une force qui est plus comme ça, mais qui est un peu plus longue par exemple, si vous allongez F comme ça jusqu'ici, hop, jusqu'en ce point-là, et bien là vous allez avoir une contribution verticale un peu plus grande, et donc un travail qui va être un peu plus grand du coup, qui va être un peu différent de ce qu'on a calculé jusque-là. Mais voilà, voilà l'idée. Donc ça c'est la particularité du produit scalaire, c'est que quelle que soit la composante horizontale de la force, si vous avez toujours la même composante verticale, bah vous aurez toujours le même travail, la même contribution qui est apportée dans ce déplacement-là. Donc il y a toujours une idée en fait de si le travail est positif et s'il est plus ou moins élevé, ça veut dire que la force contribue positivement, plus ou moins au mouvement donné. Là je vous ai fait un exemple avec une nouvelle force, donc un nouveau FV qui est contraire au sens du déplacement. Si vous faites le produit scalaire de D par FV du coup, vous allez avoir un produit scalaire qui va être négatif, et parce que la force est opposée en quelque sorte au déplacement qui est vers le bas. Alors du coup, si le déplacement était horizontal, est-ce que FH remplacerait FV? Absolument, absolument. Si le déplacement était horizontal, là on prendrait en compte seulement FH, et on prendrait pas du tout en compte FV, et si le déplacement était en biais, on prendrait une composante qui est en biais du coup. Mais on va avoir... ou alors on décomposerait le déplacement en un déplacement vertical et un déplacement horizontal, et pareil pour la force, on ferait un produit scalaire comme ça, on ferait un double produit scalaire en quelque sorte, mais on se simplifierait la tâche à chaque fois en faisant des projections, en faisant une projection, en utilisant simplement une composante du déplacement selon l'axe vertical, puis horizontal, etc. Mais ça, on aura l'occasion de le faire, en TD. Donc, cette contribution là de la force dans ce déplacement, on voit qu'elle est négative de toute façon, et quand on fait le produit scalaire, on fait la projection de F sur l'axe D, et on voit que cette projection elle s'éloigne plutôt de D, enfin elle est dans la direction opposée à D finalement. Si on fait la projection de F comme ça sur une direction verticale, on obtient FV, et on voit que FV il s'oppose à D, ils sont plus dans le même sens, plus comme avant. Avant on avait FV qui était dans la même direction de D, donc produit scalaire positif, et ensuite là on a FV qui est dans une direction opposée à D, et on a bien un produit scalaire négatif. Alors le travail est négatif, la force tend du coup à empêcher le mouvement et tend à s'opposer au mouvement dans ce mouvement-là. Et, et donc le truc c'est que, voilà, alors ça c'est pour un déplacement donné, avec un alpha donné, mais si vous changez le alpha, vous avez un nouveau déplacement, et vous avez un nouveau travail du coup. Vous avez, à chaque fois dans le travail, on a la force et le déplacement qui doivent être pris en compte à chaque fois. C'est toujours un produit scalaire entre une force et un déplacement, donc un produit des valeurs, si vous voulez, entre un déplacement et une force qui sont exactement dans la même direction. On a bien défini du coup cette idée de travail, cette idée de contribution positive ou négative dans un mouvement, d'une force dans un mouvement. Là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement calculer ce qu'on appelle des travaux virtuels. C'est une simple question de vocabulaire, on va faire exactement la même chose, mais on va simplement dire que c'est des mouvements virtuels, que c'est des travaux virtuels. En fait, ce qu'on a montré ici, ça vaut pour des structures dynamiques, on va dire, des structures qui bougent, etc. Mais nous, en fait, dans le cadre de la mécanique des structures, on étudie uniquement des structures qui sont censées rester stables, qui sont censées ne pas bouger, ne pas avoir des mouvements, même petits. Donc, on s'imagine en quelque sorte les mouvements possibles d'une structure, d'un mécanisme, pour ensuite faire appliquer ce qu'on appelle le principe des travaux virtuels, que je vais vous montrer juste après. Et pour montrer qu'on est dans des déplacements fictifs, qu'on est sur des calculs de travaux fictifs, on met simplement un petit chapeau à chaque fois sur... on avait D là ici, et on a W qu'on représente. W c'est la valeur du travail du coup, et à chaque fois on met un petit chapeau pour montrer que c'est un déplacement virtuel et un travail virtuel.
Et par contre les forces, elles n'ont pas besoin de petits chapeaux, les forces, elles sont toujours là. Donc le principe des travaux virtuels, pardon, c'est le suivant, hein. Un système, il est en équilibre sous un ensemble d'actions extérieures, sous un ensemble de forces et de moments éventuellement, hein, mais pour l'instant, on va juste s'intéresser aux forces. Si et seulement si la somme du travail virtuel de toutes ces actions est nulle, quel que soit le déplacement virtuel du système. Alors on va prendre un système donné, donc un mécanisme hypostatique qui a 1 degré de liberté, qui a un seul mouvement possible, et on va regarder tous les mouvements possibles de ce mécanisme, et si la somme du travail virtuel de toutes les actions sont nulles, alors le système est équilibré. Donc ça, c'est ce que nous dit le principe des travaux virtuels. On va appliquer ça sur un exemple, et puis on va appliquer ça sur d'autres exemples dans le TD ensuite. Donc cet exemple, c'est un exemple tout simple, hein, c'est la même barre qu'on avait avant, avec la contribution comme ça à la force ici, et puis une force F2 qui est ici, qui s'applique au milieu de la poutre. Et ce qu'on va essayer de voir, c'est dans quelles conditions cette poutre elle est en équilibre. Alors déjà intuitivement, on peut se dire que si on arrive avec un premier, ce qu'on avait vu, c'est avec un doigt comme ça, on arrive au bout de la poutre, et on appuie sur la poutre va avoir tendance à se relever vers le haut comme ça, mais si en même temps il y a quelqu'un d'autre qui appuie au milieu de la poutre, on va avoir tendance à annuler un petit peu ce mouvement. Et il y a une condition bien précise qui fait que la force F2 et la force F1 s'annulent complètement, et que la poutre du coup reste en équilibre sous l'ensemble de ces forces-là. Et on va essayer de voir quelle est cette condition, avec le principe des travaux virtuels. Donc le principe des travaux virtuels nous dit qu'il faut regarder le déplacement virtuel du système. Donc on regarde un déplacement comme ça, on regarde ce déplacement-là par exemple, hein, qui est sous un angle virtuel du coup, c'est pas un vrai déplacement, c'est en quelque sorte un déplacement fictif qu'on imagine, pour pouvoir ensuite appliquer le principe des travaux virtuels. Ce déplacement il est comme ça vers le bas, mais il pourrait être vers le haut, enfin on va voir que ça change rien s'il est vers le haut aussi, hein. On lui donne une certaine amplitude alpha, et de cette amplitude alpha, on en déduit des valeurs D1 et D2, qui sont au niveau des forces, hein, qui vont nous permettre de calculer les travaux de chacune des forces. Ces valeurs D1 et D2, on les a directement à partir de alpha, hein. D1 c'est égal à, là si vous regardez la longueur entre le point de rotation et le départ de D1 du coup, vous avez une longueur totale de L, et donc D1 ça va être égal à L fois alpha. Et D2, si vous faites exactement la même chose, hein, L sur 2 fois alpha du coup, on a toujours le même angle alpha. À partir de ces valeurs D2 et D1, on calcule les travaux dans ce déplacement virtuel, encore une fois, hein, c'est un déplacement virtuel, on calcule les travaux virtuels, le travail virtuel de chacune des deux forces dans ce déplacement. Donc le travail virtuel de la force F1 dans ce déplacement, il est négatif, hein, la force s'oppose au déplacement, on a une composante F1V qui est opposée au vecteur D1 qu'on voit ici, et donc on a quelque chose de négatif, moins F1V fois D1, avec des chapeaux toujours, hein, D1 et D2, c'est des déplacements virtuels, et la force F2, qui est dans le même sens que le déplacement virtuel D2, et qui donc a un signe positif. Donc on a cette formule là comme ça, on va développer un peu cette formule, puisqu'on a dit juste avant que D2 c'était égal à L sur 2 fois alpha, et D1 c'est égal à L fois alpha, donc on va appliquer exactement ça, hein. On va simplement remplacer D1 et D2 par L fois alpha et par L sur 2 fois alpha. Et puis ensuite on va mettre alpha en facteur, du coup on va simplement changer un peu cette formule, et on va faire en sorte que alpha multiplie l'ensemble de cette formule, hein, finalement. Voilà, entre ça et ça, normalement il n'y a pas de souci, hein, vous mettez alpha simplement en facteur, et c'est tout. Donc là on a calculé le travail virtuel, en fonction de alpha, hein, le travail virtuel de l'ensemble des charges des forces extérieures pour un déplacement virtuel donné. Or, d'après ce qu'on a appelé le principe des travaux virtuels, hein, d'après le PTV, on a, pour n'importe quel alpha, hein, c'est ce petit signe du A à l'envers, ça veut dire quel que soit le alpha. Donc, pour n'importe quel déplacement virtuel,
on a le travail virtuel qui est égal à 0, le travail virtuel qui est nul. Donc ça, c'est le principe des travaux virtuels, hein, qui nous dit exactement ça. Donc on va l'appliquer pour notre formule qu'on a trouvée juste avant. Donc on va l'appliquer, on va simplement trouver que, du coup, l'ensemble de cette formule, hein, multiplié par alpha, doit être égal à 0 pour tous les alpha, et donc ça c'est complètement équivalent à dire que ce qu'il y a en facteur de alpha, du coup, est égal à 0. Hein. Parce que si ce qu'il y a en facteur de alpha n'est pas égal à 0, alors ça pourra jamais, ça pourra être nul seulement pour la valeur alpha égale à 0, mais pour n'importe quelle autre valeur de alpha, ça pourra jamais être nul sinon. Donc il faut absolument que ça soit égal à 0, que ce qu'il y a dans la parenthèse soit égal à 0, et on en déduit directement en éliminant le L, comme ça, de chaque côté, là. En éliminant le L, on en déduit cette formule-là, F2 est égal à 2F1V. Donc, si on lit bien le PTV, je réponds à ta question juste après, hein, si on lit bien le PTV, un système se trouve en équilibre si F2 égale 2 fois F1V. Donc si vous avez quelqu'un qui pousse 2 fois plus à ce niveau-là de la barre que vous ne poussez avec F1, donc dans la composante verticale, si vous poussez avec F1 mais avec un autre angle, mais avec toujours le même F1V, c'est la même chose, hein, alors vous avez un système qui est en équilibre. Si vous rajoutez un petit peu plus de F2 et que vous faites en sorte que F2 soit plus grand que 2 fois F1V, alors vous allez voir votre système commencer à pencher comme ça parce que la contribution de F2 est beaucoup trop forte. On considère toujours qu'on est dans les petits mouvements, absolument, absolument. Pour faire ce principe des travaux virtuels, de toute façon, vous êtes obligé de regarder uniquement le début du mouvement. C'est vrai que je ne vous l'ai pas précisé, mais le principe des travaux virtuels, il fonctionne ici pour le début du mouvement, donc ça fonctionne aussi pour les petits mouvements. Et les petits mouvements donnent également ce truc de D1 égale alpha fois L, et D2 égale alpha fois L sur 2. On considère que tangente de alpha égale alpha. Exactement, c'est exactement ça. C'est aussi le principe des petits mouvements, hein, tangente de alpha égale alpha, donc évidemment côté opposé sur côté adjacent, et vous avez D1 et vous avez D2. Alors du coup V1 et la trace de V2 sont égaux. Alors V1, on va faire par exemple D1 scalaire F1, vous avez D1 ici, qui est différent de la projection de F1 sur la droite de D1. D1 fois F1V, et donc ces deux valeurs ne sont pas égales. Et pareil pour le produit scalaire D2 fois F2 du coup. On a bien deux valeurs différentes. Parce que, alors je me demande si tu confonds pas les vecteurs pour lesquels on fait le produit scalaire. Hein. Ici on fait deux produits scalaires, on fait un produit scalaire entre D1 et F1, et un produit scalaire entre D2 et F2 du coup. Et donc, effectivement, si on fait ces produits scalaires un par un, on voit exactement pareil qu'avant, on voit que ces deux produits scalaires donnent donc D1 fois la longueur F1V, mais du coup négatif, puisqu'on a deux directions opposées. Voilà, donc ça c'est la... Alors, dans les petits mouvements, on compte pas la différence de centimètres. Ben, alors là, pour le coup, on a un petit mouvement pour les mouvements, oui, mais les forces, par contre, c'est des forces classiques, hein, c'est des forces qui sont pas forcément petites. Petit mouvement, ça veut simplement dire petit mouvement, ça veut pas forcément dire petite force. On peut avoir des forces gigantesques et avoir toujours des petits mouvements. On n'est pas obligé de corréler les deux, c'est deux choses complètement indépendantes. Les mouvements et les forces, on a vraiment deux phénomènes qui sont indépendants et qu'on prend indépendamment. Donc D1 n'est pas forcément égal, D1 est très petit effectivement, mais F1V n'est pas du tout forcément très petit. F1V peut être gigantesque, hein. Vous pouvez appuyer très très fort sur la poutre, et très fort avec F2 du coup pour maintenir la poutre en équilibre, mais voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir des petits écarts comme ça. Donc V1 et V2 sont égaux. Maintenant, puisque D1 et F1V sont pas égaux du coup. D1 est très petit, mais F1V peut être très grand du coup, peut être gigantesque. Donc ils seront pas égaux du coup. Je sais pas si c'est ok.
Je me demande si tu te dis pas que V1 et V2, ce serait D1 et D2. Mais en fait, on fait pas D1 scalaire D2. Hein. À aucun moment, on fait D1 scalaire D2, on fait simplement D1 scalaire F1, et puis D2 scalaire F2. Alors, je sais pas si c'est ça que t'aurais pu croire. Voilà, alors il est midi 2, donc voilà, alors voilà, ça c'est la simple conclusion de cet exemple, je pense qu'on a fini après ça. Ça c'est la condition qui est unique, qui est nécessaire et qui est même suffisante du coup, pour avoir un bon équilibre de cette poutre sous cet ensemble de forces données. Alors, si vous avez encore des questions sur le produit scalaire, etc., ce sera en TD du coup. Hum, mais ce sera plus clair, je pense, pendant le TD avec les exemples concrets qui seront faits, où vous pourrez voir, du coup, vous pourrez appliquer. Alors, je parle de V1 à la droite noire et V2 la droite bleue. Ben en fait, on fait jamais le produit. Ouais, je pense que on fait jamais le produit scalaire entre la droite noire et la droite bleue. Hein. Pour le coup, on fait simplement des produits scalaires entre le petit vecteur qu'on voit ici D2 et le vecteur F2 qui est ici. Et un produit scalaire entre le vecteur D1 et le vecteur F1. Mais à aucun moment, ok j'ai compris, à aucun moment on fait le produit scalaire de cette poutre-là sur cette poutre-là. Ça c'est un produit scalaire qu'on fera jamais et qu'on ne fait pas ici à ce moment-là. On fait simplement le produit scalaire du petit vecteur D2 par le vecteur force F2 et le produit scalaire du petit vecteur D1 par le vecteur force F1 du coup. Voilà, du coup, donc il est midi 3, mais on se retrouve juste après en TD pour mon groupe. N'hésitez pas à poser des questions à vos enseignants de TD sur ça, pour que ce soit bien clair, mais voilà, vous inquiétez pas, ça, c'est normal qu'au début, ce soit un peu compliqué. Et puis, moi je vous dis du coup, à la semaine prochaine pour voir ce que sont les réactions. Et puis voilà, merci de votre attention du coup, et puis bon courage. Au revoir.